Je comprends le rapport. Oui. Expliquez-moi comment un parti politique qui n'a aucun élu fait pour contrôler les votes. Non, mais c'est ça que vous voulez parler? C'est vous qui êtes candidat pour le moment. C'est ça que vous voulez parler, n'est-ce pas? Expliquez-moi ça. C'est vous qui êtes en face de moi. Expliquez-moi ça. Quand le candidat arrivera... Bon dimanche, chers auditeurs de Ndiambo FM 91 FM et bienvenue dans cette première édition de votre programme présidentiel 2025. C'est l'émission au cours de laquelle on vous parle en détail de l'élection présidentielle. On revient sur tous les détails de cette élection d'octobre prochain. Et ce matin, dans le cadre de cette première édition, nous avons comme invité Monsieur Lombo Ebala Bruno. Il est secrétaire national du développement pour le PURS, le Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonjour Monsieur Lombo. Bonjour Monsieur Ngoko, bonjour à vos millions d'auditeurs, bonjour aux populations camerounaises et je dis bonjour à l'équipe de campagne de Serge Matomba qui est à pied d'œuvre actuellement pour justement garantir la victoire au soir du 12 octobre 2025. Bienvenue dans nos studios et merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est moi qui vous remercie de nous faire l'amitié de nous inviter ici chez vous. Avec vous, on va parler ce matin de la campagne, bien sûr, de votre champion, Monsieur Serge Espoir Matomba, qui hier, finalement, fait partie de la liste des candidats retenus pour cette élection présidentielle. Mais avant, si en quelques mots, on vous demandait de présenter votre candidat, que direz-vous aux millions de Camerounais qui nous suivent ce matin? Alors, déjà, Serge Espoir Matomba, c'est un jeune entrepreneur camerounais qui est revenu au pays dans les années 2008 et qui avait une ambition. Son ambition était au préalable, n'est-ce pas, de changer et d'améliorer les conditions de vie de ses frères camerounais. Alors, le projet a commencé à l'époque avec la création d'une ONG. Ouais. Mais on s'est très vite rendu compte que l'ONG ne suffisait pas justement à faire passer un certain nombre d'idéaux, à faire passer un certain nombre d'actions de manière précise. C'est donc comme ça que nous attaquons la création du Peuple uni pour la rénovation sociale et nous obtenons l'agrément du ministère de la Mission territoriale le 14 mai 2010. Donc ça fait 15 ans que CSO Matomba est sur la scène politique camerounaise. Ça fait 15 ans de combat. Nous avons présenté un candidat à l'élection présidentielle 2011, malheureusement, qui avait été recalé. En 2013, CSO Matomba lui-même devient conseiller municipal dans la commune de Douala 5 à Bonabéry, Douala 4 à Bonabéry. Et 2018, il est candidat à l'élection présidentielle. Et en 2020, il renouvelle son mandat de conseiller municipal à la mairie de Bonabéry. Donc voilà un homme accompli sur le plan entrepreneurial, point de vue économique et point de vue politique. Donc voilà présenter à peu près ce qui est Serge Matomba. C'est un père de famille qui justement est très attachant et puis voilà. Et c'est quelqu'un de très très travailleur qui n'hésite pas, qui ne dort pas et qui au quotidien essaye au travers de ses entreprises de faire vivre de nombreuses familles camerounaises. Rappelons que Serge Espoir Matomba, à la dernière élection présidentielle, était 8e avec 0,56% des voix. Il se représente en 2025. Hier, il y a quelques heures seulement, Elecam a rendu public la liste des candidats retenus. Rappelons que cette liste n'est pas définitive parce qu'il y aura certainement un contentieux qui sera engagé dans les prochains jours et dans 10 jours exactement. Elecam nous donnera le verdict final. Comment vous préparez, comment le PURS prépare les élections après cette publication de la liste des candidatures? Alors déjà, il faut préciser que en 2018, nous avons été victimes, j'ai envie de dire, d'une désinformation qui, ma foi, a entravé le cours de cette élection, du moins de notre côté. D'où le résultat que vous avez observé, qui n'est pas le reflet en réalité des efforts et de l'abnégation qui a été mise sur le terrain pour que nous puissions avoir la victoire en 2018. Mais cependant, nous n'allons pas revenir sur les éléments, simplement pour dire que nous avons appris des leçons de 2018 et croyez-moi lorsque je vous dis que les leçons ont été apprises et aujourd'hui nous sommes fin prêts et parés à véritablement aller à l'assaut, n'est-ce pas, de cette présidence et à gagner au soir du 12 octobre 2025. Parce que effectivement, tous les éléments ont été mis en œuvre pour que nous puissions
à cette date-là, être sûr de remporter la victoire. Alors, vous avez des principaux actes dans votre programme politique, notamment sur le plan de l'éducation. Vous pensez faire une réforme du système scolaire et pousser les jeunes à l'auto-emploi, donc l'entrepreneuriat. Vous pensez également sur le plan économique sortir le Cameroun du franc CFA et s'aligner dans la logique des pays de l'AES, les pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est quoi votre stratégie pour sortir le Cameroun du franc CFA? Alors, déjà, il faut préciser les circonstances ou bien l'environnement qui nous amène à avoir ce programme. Préciser premièrement que le programme du PULS est essentiellement basé sur la rupture. Rupture pourquoi? Rupture avec le système néocolonial. Parce qu'il faut le rappeler ici, le Cameroun, dans les années où l'Afrique francophone suivait son indépendance, le Cameroun n'a pas bénéficié des circonstances qui lui auraient permis de véritablement prendre parti de cette indépendance-là. Je m'explique. On avait à l'époque deux franges de la population. L'une qu'on appelait les résistants, notamment constituée l'UPC, Ruben Umnyobe, Félix Moumié, Ernest Wandi et tout. Et l'autre partie constituée, j'ai envie de dire, des proxys français qui, malheureusement, le 1er janvier 1960, ont hérité, n'est-ce pas, du Cameroun après une indépendance par décret. Donc, il faut donc préciser que le Cameroun n'a pas été pris en main par les véritables combattants de l'indépendance. Parce qu'il faut le rappeler, en 1954, Ruben Umnyobe le Podol, à la tribune des Nations Unies, précisait que pour que l'indépendance du Cameroun soit véritablement actée, il faut un préalable essentiel qui est l'unification de notre pays. Malheureusement, cette unification n'a pas eu lieu et l'indépendance a été déclarée et décrétée. Conséquence, le pouvoir a été dévolu à Amadou Ahidjo. Par la suite, le 1er octobre 1961, le Cameroun anglophone, parce qu'il faut également le préciser, il y avait deux Camerouns, un Cameroun francophone et un Cameroun anglophone. Le Cameroun anglophone maintenant aussi, par référendum, arrive à la table et on dit on va maintenant avoir une république unie. Donc ce n'était pas une unification qui est partie justement de la volonté des Camerounais. C'est pourquoi nous parlons de rupture avec ce système néocolonial qui voudrait donc que nous puissions être souverains et définir nous-mêmes les orientations que nous voulons avoir pour les différents pans de notre société, notamment l'éducation dont vous avez parlé tout à l'heure, l'économie et la sortie du franc CFA. Donc, il s'agit d'un programme qui va nous mettre dans les conditions qui nous permettent évidemment de décider par nous-mêmes. C'est pourquoi les piliers de notre programme et projet politique reposent sur trois fondamentaux. Nous avons l'identité, nous avons l'unité nationale et nous avons la souveraineté qui sont des éléments qui doivent nous aider à construire et à nous construire par nous-mêmes. Voilà un peu les fondements du programme. Donc, quand nous voulons parler d'éducation, quand nous voulons parler d'économie, quand nous voulons parler de l'industrialisation, on doit se défaire, n'est-ce pas, de la vision systémique actuelle. C'est-à-dire que nous apportons un nouveau système dont nous n'avons pas la vision actuelle de l'éducation, nous n'avons pas la vision actuelle du franc CFA. Parce que nous le disons effectivement, nous devons sortir du franc CFA qui est une monnaie d'asservissement qui ne sert pas les intérêts du Cameroun, mais plutôt les intérêts des nations étrangères, notamment la France, qui gère pratiquement avec son trésor 50% de nos devises. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'unité nationale. On sait que depuis un peu plus de 7 ans, l'unité au Cameroun, elle est menacée. On a le NOZO avec la crise anglophone. On a la sécession avec les Ambazoniens. Mais comment sortir de cette crise-là? Déjà, il faut comprendre les origines de la crise. Aujourd'hui, vous voyez, pratiquement à chaque fête de l'unité nationale célébrée le 20 mai, il y a toujours le penchant de l'unité. Un peu comme si on était à la quête de cette unité-là sans jamais pouvoir l'acquérir. C'est la raison pour laquelle, ou bien c'est symptomatique justement de ce qu'effectivement, nous ne sommes pas véritablement unis. Et cette unité, ou bien ce manque d'unité,
est fondamentalement visible à travers les deux langues que nous parlons, le français et l'anglais. D'où vient-il que au Cameroun, que vous soyez, quand vous êtes jugé, par exemple, en cas de vol dans le nord-ouest, les juridictions ne sont pas les mêmes. Les textes. Les juridictions au pénal ne sont pas appliquées de la même façon des deux côtés du Cameroun. C'est-à-dire que dans le Cameroun francophone et dans le Cameroun anglophone. Mais c'est pareil, on vous dira qu'aux États-Unis, chaque État a ses lois, chaque État a ses textes. Alors, il faut bien qu'on comprenne. Chaque État a ses lois, chaque État a ses textes, mais c'est parti d'une volonté globale de réunir, parce que l'unité, en réalité, ce n'est pas de se dire que nous formons 250 ethnies, mais c'est de se dire nous devons être unanimes dans cette diversité. Voyez un peu. Mais lorsqu'il y a des disparités comme celle-là, on va se rendre compte qu'effectivement, nous ne sommes pas unis. C'est pareil pour la langue. Parce que lorsque, dans un côté du Cameroun, on parle français, de l'autre côté, on parle anglais, on est tout de suite confronté à cette affaire où, oui, voilà les Bamenda, oui, voilà. Si on avait proposé, par exemple, dans le cadre du programme du PURS, nous disons, une langue unique, une langue nationale sera choisie, le français et l'anglais seront relégués au second plan. Vous pensez qu'avec cela, aujourd'hui on parle, toi tu es Bamileke, toi tu es Bassa, toi tu es Wondo. Si on avait une langue camerounaise parlée dans tout le pays, vous pensez que cette disparité-là, ces petites divisions, je suis Bamileke, je suis ceci, devait apparaître? Mais est-ce qu'en choisissant cette langue-là, une langue locale, ça ne va pas contribuer à accentuer la division? Imaginez-vous qu'on choisisse, je ne sais pas quoi, le Ngumba comme langue nationale et que les autres ne se reconnaissent pas dans ce Ngumba-là. Et c'est justement ça. On a été pratiquement formaté à réfléchir en termes de division. Parce qu'au Cameroun, justement, les colons ont fait en sorte que tous nos logiciels de pensée pensent division pour nous maintenir, parce que unis nous sommes plus forts, pour nous maintenir dans cette psychose. Aujourd'hui, vous vous dites que peut-être qu'en choisissant le Mundumba ou bien le Fefe, les autres tribus vont se sentir peut-être lésés. Savez-vous combien de langues il y a en France, M. Ngoko? La langue principale, c'est le français. Vous avez bien dit, la langue principale, c'est le français. La langue principale, c'est le français parce qu'elle a été choisie comme telle. Et c'est ça qui définit l'identité d'un peuple. Parce que l'identité d'un peuple, une nation, c'est quoi? C'est ses terres, du moins son territoire et une langue. Quelle est la langue que nous parlons au Cameroun? Nous n'avons pas une langue précise parce que les langues que nous parlons aujourd'hui, les langues officielles, j'allais dire, sont des legs coloniaux. Donc, ça ne caractérise pas effectivement notre culture, notre identité. Si on vous pose la question de savoir comment vous identifiez-vous en tant que Camerounais, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que je parle français? Vous allez dire que je parle anglais? Parce que ce sont des langues qui viennent d'ailleurs. Mais si vous dites je parle Fefe, je parle Bassa, ça vous caractérise de manière précise à une appartenance géographique et locale bien précise. Ça dénote dans votre identité claire et précise. Donc, c'était pour dire quoi? Cette volonté de vouloir penser que en choisissant une langue locale et en l'érigeant en langue nationale ferait des jaloux, je dis c'est un faux débat parce que ça dénote simplement d'un choix politique. Et lorsque les règles sont établies, tout le monde, je serais content de parler le Bafang, je serais content de parler le Wondo, je serais content de parler le Foufoudé. Parce que justement, c'est des langues en lesquelles je me reconnais. Et aussi, ça va donc faire en sorte que lorsque vous êtes dans n'importe quelle ville du Cameroun, cette langue est parlée, on ne va plus penser tribalisme, on ne va plus penser mon village. On ne pensera plus certainement division. Il faut dire que depuis plusieurs mois, on parle de coalition au Cameroun, de mise ensemble des partis d'opposition. On a plusieurs coalitions qui se mettent déjà sur pied. On a des groupes qui se forment. Mais on a remarqué que le PURS se met à l'écart de ces coalitions-là. Ou alors, au départ, n'était pas très favorable à ces coalitions-là. Pourquoi votre champion ne souhaite pas s'associer à d'autres partis politiques comme le MRC, le PCRN ou d'autres encore? Alors, je pense qu'il faut déjà préciser la question. Serge Espoir Matomba est ouvert, n'est-ce pas, à toute coalition qui puisse exister. Ok. Cependant,
il faut préciser qu'une coalition ne devrait pas se faire autour d'un homme. Une coalition, c'est la rencontre des projets, c'est la rencontre des programmes. Autrement dit, une coalition devrait être fixée ou bien basée sur la vision, sur les objectifs que porte un programme politique. Si c'est Espoir Matomba, effectivement, on se rend compte que le projet du PCRN, puisque vous l'avez cité, ou bien le projet d'un autre parti en course, parce qu'il faut également préciser que c'est maintenant que les vraies coalitions peuvent se faire, parce que on sait déjà à peu près qui sont les protagonistes à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est qu'à partir de maintenant que les véritables alliances ou coalitions peuvent se mettre en place. Donc, les partis qui n'iront pas à l'élection ne peuvent pas s'associer aux partis qui sont sur les listes. Alors, il faut faire justement la différence entre coalition et alliance. Je crois que coalition signifie que des partis en lice en course pour l'élection présidentielle se mettent ensemble dans cette coalition. Alors que des alliances, nous avons des alliances, soit dit en passant. Actuellement, plusieurs partis politiques qui ne sont pas engagés dans le processus de l'élection présidentielle travaillent avec nous dans une alliance qu'on a appelée l'Alliance Polol. Et on a ces partis politiques-là. On a le Parti écologique du Cameroun, le Parti de la démocratie et du développement. Tout à fait. On a le mouvement debout contre la dépénalisation de l'homosexualité. Mais on remarque qu'un fait majeur, c'est que parmi ces partis, il n'y a pas un parti majeur de l'opposition au Cameroun. Qu'est-ce que vous appelez parti majeur? Est-ce que le problème, ce n'est pas que votre candidat ou alors le PURS ne veut pas s'aligner derrière notre parti? Comment vous définissez parti majeur? Je voudrais comprendre. Si on se base à la dernière élection présidentielle, on va dire que ce sont les partis... Vous pensez que après 7 ans, de 2018 à 2025, après 7 ans, on peut tout simplement, sur la base des résultats à l'élection présidentielle, définir que tel parti est majeur, tel est mineur? Ce serait faire preuve de naïveté. Parce que on voit également les actions sur le terrain. 2018, justement, entre 2018 et 2025, beaucoup doit couler sous les ponts. Faisons très attention. Et beaucoup de partis ont grandi. Beaucoup de partis ont grandi, beaucoup de partis sont morts. Mais le plus reste constant sur sa ligne éditoriale et sur la scène politique. Il n'y a pas un jour où nous n'avons pas mené des actions. Monsieur Ngoko, c'est toujours simple de dire tel parti, il n'est pas visible ou bien tel parti est majeur, mais il faut bien qu'on précise les critères sur lesquels on se base pour définir que tel parti est mineur, tel parti est majeur. L'examen, c'était la dernière élection présidentielle. C'est pour ça que je vous dis que l'examen, c'est la dernière élection présidentielle, mais entre 2018 et 2025, il y a eu un gap. Aujourd'hui, il y a certains partis politiques qui sont, j'ai envie de dire, à la porte des cimetières. Lesquels, par exemple? Qu'est-ce qu'on va dire Quel parti qui était majeur en 2018 et qui aujourd'hui à la porte Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat de parti majeur, parti mineur, en voulant donner des critères, parce que je ne peux pas effectivement me baser sur ces critères-là pour définir qu'un parti est majeur ou qu'un parti est mineur. Ce sont vos propres mots, mais soyons un peu humbles quand on veut qualifier un parti de majeur ou de parti mineur, parce que vous n'avez pas de critères préétablis et vérifiés de manière scientifique pour spécifier que tel parti est mineur, tel parti est majeur. Ce ne sont que des impressions. Ce sont des avis, ce sont des opinions et qui sont totalement discutables. Mais est-ce que sur le plan pratique, on ne peut pas remarquer qu'il y a certains partis qui ont plus d'impact que d'autres? Prenez un exemple, prenez un cas spécifique. Un impact sur quoi? Sur la vie sociale. Sur la société. Comment dans les combats menés. L'impact des partis politiques sur la vie de la société? On voit les combats qui sont menés au quotidien. Alors, la réalité du parti politique doit être, la finalité, c'est l'impact justement qu'ils ont sur les populations. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on aime la politique sensationnelle, la politique, j'ai envie de dire, de Facebook. Et lorsque vous ne vous inscrivez pas dans ce registre-là, on vous taxe de partis mineurs, ou bien de partis. Ceux qui sont les activistes là, en fait, c'est un peu ça, la vision populaire. Les véritables combats se mènent et les véritables, j'ai envie de dire, les véritables actions politiques n'ont pas besoin effectivement d'être mises sur la place publique. Parce que, effectivement, il s'agit de la vie des populations. Et après, il faut la vie des populations. Et impacter la vie des populations. C'est Espoir Matomba, par exemple, il est conseiller municipal. Vous croyez qu'il dort?
Quel est le rôle d'un conseil municipal? C'est d'être proche de ses élus, populations. des populations. Vous pensez qu'il dort? Il ne dort pas. Alors, Mais ce ne sont pas des choses qu'on va mettre sur la place publique. Mm. On ne va pas parce que on a dit on va faire un meeting ici, on émeute, on émeute toute la République. Non, nous ne faisons pas dans la politique sensationnelle. Et il faut justement faire cette différence et ne pas penser que parce que vous ne voyez pas, ça n'existe pas. Alors, il y a quelques semaines seulement, la Nouvelle Expression a publié une avec pour titre Les hirondelles politiques. En photo d'illustration, on avait Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Joshua aussi. Cabral Libi et Serge Espoir ont fait des sorties critiques envers cette une, comme pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Serge Espoir Matomba également l'a fait. Vous voyez que vous étiez au courant de son... Cabral Libi et Serge Espoir, ont fait des sorties comme pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Dans la sortie de Serge Espoir Matomba, il a parlé de candidats attitrés. À qui faisait-il référence? Il parle de la Nouvelle Expression qui aurait un candidat attitré, raison pour laquelle ils veulent salir d'autres candidats pour mettre en avant leurs candidats. Vous savez, dans l'analyse justement de cette une, cette presse, effectivement, a mis en avant 3 personnalités politiques. Et au-dessus de ces personnalités politiques, les hirondelles politiques sont de retour. Je crois que c'était ce titre. Savez-vous que cette même journée, quand cette une est sortie, ils ont, dans leur site ou bien dans leur page Facebook, adressé des excuses pour cette une, parce que justement, ça avait commencé à fuser. Et ils ont également invité les gens à aller lire le titre, à aller lire l'article. Ils ont commis un communiqué expliquant aux gens d'aller lire l'article. D'après vous, pourquoi cette démarche? Expliquez-nous. En réalité, cette démarche visait à dire quoi? Visait à dire que nous n'avons pas taxé ces personnes-ci d'hirondelles politiques, mais nous constatons que un certain nombre de choses. Donc, lorsque vous me posez la question de savoir qui est le candidat attitré de la Nouvelle Expression, de la Nouvelle Expression, je ne saurais vous le dire. Parce que nulle part... C'est votre champion qui a écrit nulle dans part, sa sortie nulle part, concernant cette une. Écoutez, on va pas faire la langue de bois. Ouais. Okay? On va pas faire la langue de bois. Tout le monde sait. Hein? Tout le monde imagine à travers, n'est-ce pas, les sorties de cette presse pour qui elle roule. Moi, je ne connais pas. C'est pas moi qui vais vous le dire. Moi, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, moi non plus, je ne sais pas. Alors, puisque la Nouvelle Expression a titré Les hirondelles sont de retour et on a certains candidats qui sont montés au créneau pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut savoir les actions menées par le PUS entre 2018 et aujourd'hui 2025? Alors, déjà, il faut dire que l'élection de 2018 a été une élection, j'ai envie de dire, très, très évocatrice pour nous. Parce que les différents coups que nous avons reçus de certains partis politiques, que je ne vais pas citer ici, a véritablement donné des leçons à notre leader et au parti tout entier. Raison pour laquelle, dès que cette élection est finie, nous avons commencé à travailler, notamment à la préparation des élections couplées législatives et municipales. Nous avons présenté au Cameroun des listes dans le littoral. Nous avons présenté des listes dans le centre. Nous avons présenté des listes dans le Grand Nord. Nous avons présenté des listes à l'Est. Nous avons également présenté des listes dans le Sud-Ouest. Alors, vous voyez donc qu'il y a une démarche qui est mise en place pour conquérir l'espace politique. En 2020, malheureusement pour nous, nous avons eu quelques élus seulement dans le littoral.
Et le travail se poursuit. Le travail se poursuit notamment dans la mise en place et le fonctionnement des différentes cellules et unités du parti. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de dire qu'après 15 ans, n'est-ce pas, d'existence du Peuple uni pour l'innovation sociale au Cameroun, il n'y a pas une région du Cameroun qui n'ait pas une représentation du Peuple uni pour l'innovation sociale. Donc le travail se fait. Maintenant, sur les actions, j'ai envie de dire, peut-être pompeuses, au sens de ce que vous aimez, la sensation. Ben, il faut bien rendre compte au peuple. Oui, nous avons engagé en 2023 ce que nous avons appelé le débat pour le développement économique et social du Cameroun. Pendant ces débats, si vous allez sur les différentes plateformes du Peuple uni pour l'innovation sociale, vous allez constater que pendant ces différents avons parcouru tout l'étendue du territoire national pour en fait tendre le micro aux populations et chercher à savoir quels sont les challenges. Parce qu'il y a une question fondamentale, c'est que généralement, nous nous trompons sur la façon de résoudre les problèmes des Camerounais. La plupart du temps, certains viendront vous dire, OK, voici les solutions ou bien voici ce que je propose pour vous, sans comprendre l'environnement dans lequel ces Camerounais sont. Il était donc question pour nous de faire ce tour du Cameroun-là, de recueillir les desiderata et les aspirations de ces Camerounais, quels sont les challenges et les problèmes auxquels ils font face, et quelles sont les propositions de solutions qu'eux-mêmes entrevoient. Parce que nous sommes dans une politique inclusive et participative qui voudrait que justement des solutions soient endogènes aux problèmes des populations. Donc on ne va pas aller chercher, on ne va pas aller créer ou bien inventer le fil à couper le beurre. Donc, les solutions doivent être justement celles qui répondent aux attentes. Celles qui répondent aux attentes effectivement de ces populations. C'est donc à partir du recueil de ces aspirations que le projet de société est sorti, parce que les piliers que sont l'identité, l'unité et la souveraineté sont le socle de ce que nous allons mettre en place et vont donner la direction que nous allons emprunter dans justement l'implémentation des solutions que ces populations ont proposées et que nous avons améliorées et étudiées. Rappelons que dans la deuxième partie de ce programme, nous aurons un duel, un face-à-face entre notre invité du jour et le consultant politique, M. Noubissi Wafo. Et pour sortir rapidement, beaucoup font un rapprochement entre le PURS et ou son candidat avec le MINAT. On a vu tout récemment, beaucoup ont mal vu la publication de Serge Espoir Matomba qui a sonné comme une validation de sa candidature par le MINAT. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Vous savez, les Camerounais ont une façon, j'ai envie de dire, un peu simpliste de voir les rapports qui existent entre les administrations et les administrés. Tout Camerounais, quel qu'il soit, a le droit de rencontrer n'importe quelle autorité de ce pays. Et ça ne l'empêche pas de rire ou bien de sourire avec lui et de garder ses positions fermes. Ok. Ça, il faut le préciser. C'est une administration camerounaise et on n'inventera pas de nouveaux Camerounais pour la rupture que nous voulons pour ce pays. Mais avec le contexte... Maintenant, lorsque vous me dites qu'on a remarqué des rapprochements, de quoi est-ce que vous parlez? Quel parti politique engagé à cette élection présidentielle n'a pas reçu le document que nous avons brandi? Un parti politique qui a fait son congrès n'a pas reçu ce document-là. Est-ce que c'est seulement le PUS qui aurait reçu ce document? Non. Donc on ne peut donc pas... Mais le brandi comme une victoire peut être mal vu par une partie de l'opinion. C'est vous qui parliez tout à l'heure de ceux qu'on ne voit pas sur la scène politique. Maintenant qu'on mène une action, on a fait un congrès, des résolutions en sont sorties, le MINAT a pris acte de ces résolutions parce que vous allez voir au contentieux électoral qui va s'ouvrir la semaine prochaine, ce document-là, vous allez vous rendre compte que
c'est un document essentiel qui aurait peut-être fait en sorte que certains candidats soient recalés. Vous faites déjà des prédictions. Sinon, pourquoi est-ce que... Il faut peut-être rappeler la loi. La loi de 90 sur l'association des partis politiques. La loi précise que lorsque vous avez fait votre congrès, quand vous êtes un parti politique, les résolutions, quand vous avez fait vos résolutions, quand vous avez pris les résolutions pendant votre congrès, vous êtes tenu, n'est-ce pas, de faire un rapport succinct au MINAT pour que le MINAT prenne acte, n'est-ce pas, des résolutions que vous avez prises. Imaginez-vous un instant que ces résolutions ne soient pas prises, que le rapport ne soit pas envoyé au MINAT et qu'après, un Camerounais lambda, soi-disant du PUS, vienne vous dire que la candidature de Serge Matomba n'est pas légale parce qu'effectivement, il n'aurait pas suivi la déontologie ou bien l'idéologie ou bien les textes du parti. Que diriez-vous? Il s'agit de ça. Et il y a des partis politiques il s'agit de ça. Peut-être dans cette situation-là. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne voit pas en cela une accointance particulière. Et il faut peut-être le rappeler. Serge Matomba aujourd'hui, c'est le seul candidat qui n'a aucun rapport, qui n'a pas de lien avec ce gouvernement en place. C'est le seul candidat actuellement qui est le même propre dans ce pays. On prend note de cela. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Jambo FM 91 FM. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, avec notre invité Lombo Ebala Bruno. Il est secrétaire national au développement du Peuple uni pour la rénovation sociale. Dans un instant seulement, nous prenons la deuxième partie de ce programme, le consultant face à face avec notre invité. C'est après cette transition. Présidentielle 2025, le face à face, la confrontation, c'est tout de suite. Bonjour Monsieur Numbisi Wafo et bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Goko. Alors, vous êtes face à notre invité. On va vous laisser pendant 15 minutes et vous allez vous charger de le titiller sur ces différentes affirmations de tout à l'heure. Oui, bonjour Monsieur Bruno Lomba. Bonjour Monsieur Numbisi. Je suis très enchanté de faire votre connaissance, de vous rencontrer ce matin et de pratiquer avec vous ce que le présentateur a appelé le duel. Le plaisir est partagé. Je vais rapidement commencer en vous posant une question qui est toute simple. Est-ce que vous croyez en la crédibilité? Est-ce que vous pensez que le système électoral camerounais il est crédible? Je rappelle que nous sommes en 2025 et que nous sommes à plus de 30 ans, à 35 ans au moins de multipartisme. Il n'y a jamais eu l'alternance au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez que nous avons affaire là à un sommet, à un système électoral crédible, bien que 35 ans après, il n'y a toujours pas d'alternance au sommet de l'État? Vous connaissez le combat de l'opposition depuis depuis les années 90. Le combat de l'opposition a toujours été justement de faire en sorte que le processus électoral soit, entre guillemets, équitable pour tous. On est parti de Onel, on est arrivé à Onel 2, aujourd'hui on est à Elekam, pour essayer, après les revendications des partis politiques, de faire en sorte que Elekam soit une entité autonome et indépendante pour la tenue des différents scrutins. Maintenant, la question de savoir si c'est crédible, le simple fait de mener les combats à ce niveau-là pour faire en sorte que nous soyons totalement autonomes sur le plan électoral répond à la question. Nous sommes autonomes, l'Elekam est donc autonome, l'Elekam est suffisamment objectif de votre point de vue? Notre point de vue au niveau du Peuple uni pour l'innovation sociale, c'est déjà d'observer quelques éléments par rapport de manière spécifique à cette élection présidentielle. Vous êtes au courant de ce que Elekam et les Nations Unies auraient signé une convention, disent-ils, pour l'assistance technique. Et le PUS est indigné justement de ce que nous voyons en cela une ingérence extérieure par rapport au processus électoral. Ne pouvons-nous pas nous-mêmes
avec les éléments que nous avons sous la main, doter Elekam de tous les pouvoirs et de toutes les dispositions qui lui permettraient effectivement d'organiser des élections libres, transparentes et surtout dans la paix. Donc effectivement, nous pensons que des choses peuvent être parfaites, mais il est important également de préciser que nous ne voulons pas des influences externes. Comme pour dire qu'actuellement, le processus électoral tel qu'il est parti avec les accords et les conventions signés avec les Nations Unies, nous ne sommes pas sûrs. Cette situation ne nous garantit pas effectivement que cette élection-ci sera véritablement libre, transparente et que ce ne serait pas une tentative pour avantager un candidat particulier. Bon, vous n'êtes pas sûr que ces élections seront libres et transparentes, mais pourtant vous y êtes quand même, vous avez fait de candidature et vous avez d'ailleurs été retenu comme candidat à cette élection du 12. Aucun système électoral au monde n'est parfait. On est d'accord sur la question. Parce qu'aux États-Unis aussi, Donald Trump a contesté les élections. Aucun système électoral au monde n'est parfait. Et c'est justement ça le challenge. D'accord. Le challenge, permettez-moi, le challenge effectivement, c'est de dire nous allons concourir au suffrage et avec les combats que nous menons, parfaire le système. Tout est perfectible, M. Noubissi. D'accord. Je voudrais qu'on aille assez rapidement, parce que j'ai pris à cette note-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'exclusion de l'un des candidats qui était, je veux dire, qui faisait le plus parler de lui pour cette élection, à savoir Maurice Kamto, candidat du Madidem? Qu'est-ce que vous pensez de son exclusion par Elekam, justement? Précision. Le système électoral a des règles. Personnellement, et le plus pense que chaque parti politique au Cameroun a le devoir et disons même l'obligation de concourir au suffrage, n'est-ce pas, dans son pays. Autrement dit, c'est une forme d'injustice que de penser que certains Camerounais ont plus le droit d'être candidats à une élection présidentielle que d'autres. Maintenant, la République est régie par des règles. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, effectivement, on peut assister à certains dérives. Mais il faudrait que ces règles-là soient appliquées de manière légale et de manière transparente. Et dans le cas d'espèce, permettez, dans le cas d'espèce, vous avez le sentiment que la règle ou la justice ou le droit a été respecté pour finalement arriver au rejet de la candidature de Maurice Kamto? Je vais m'en tenir à ce que je sais. Je ne suis pas juriste, mais je vais m'en tenir au fait que je connais. Il y a eu un débat sur les candidatures, sur la possibilité des candidatures. Au Cameroun actuellement, l'article 121 du Code électoral justement précise les conditions d'éligibilité d'un candidat à l'élection présidentielle. On est d'accord sur la question. Tout à fait. Lorsque vous remplissez ces critères, il est hors de question qu'on rejette votre candidature. Maintenant, lorsque la candidature est rejetée, vous êtes notifié sur le motif de votre rejet. Et lorsque vous êtes notifié, ce motif doit justement être en accord avec les dispositions légales et réglementaires prévues par la loi. Maintenant, s'il y a abus, il y a un moyen de recours qu'est le Conseil constitutionnel pour pouvoir avoir réparation. Je ne peux pas être juge, n'est-ce pas, de ces situations, mais je fais ce constat que si l'intention est véritablement d'écarter certains candidats à la course présidentielle, ce serait très malsain. D'accord. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a encore des prisonniers politiques qui sont incarcérés? Vous pensez qu'il y a encore des prisonniers politiques en prison dans ce pays? Alors, si on s'en tient aux derniers événements, les prisonniers politiques, même ceux qui sont de l'opération Épervier ou bien... Je sais pas, non, je parle des prisonniers politiques précisément. Oui, j'y arrive. Même eux, c'est des prisonniers politiques. Ah, comment ça? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez que quand il y a eu l'affaire Épervier, en réalité, certaines langues disaient que
le régime en place était en train de vouloir mettre à l'écart tous ceux qui auraient des intentions de briguer un mandat. En l'occurrence, Titi Edouard, pour ne citer que lui, qui était un prisonnier politique. Donc, en réalité, la question des prisonniers politiques ne doit pas simplement être vue sous un seul prisme. Parce que de quoi est-ce qu'il est question quand on parle de prisonniers politiques? On s'attaque effectivement au pouvoir du régime en place. Et tous ceux qui se sont attaqués au régime en place et qui ont été incarcérés peuvent être considérés et sont considérés effectivement comme des prisonniers politiques. Donc pour vous, maintenant, il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Ah, d'accord. Ce n'est pas un secret. Vous l'avez. Maintenant, il faut qu'on précise les choses. Entre les motifs d'inculpation d'un individu et la perception, n'est-ce pas, des populations, il y a un écart. Moi, je parle en tant que politique et je peux affirmer qu'il y a des prisonniers politiques parce que les raisons, je les ai citées. Maintenant, les motifs pour lesquels ces personnes sont incarcérées sont parfois de l'ordre du pénal, qu'il faut maintenant laisser aux soins, n'est-ce pas, différents juges pour préciser les sentences et tout. Je ne suis pas juge de cela, mais ma perception est que effectivement, lorsque vous voulez toucher à un certain pan du pouvoir, vous pouvez être justement inquiété parce que vous avez... Vous avez déjà été inquiété parce que vous avez, vous, au pur touché à certains pans du pouvoir que vous évoquez. Alors, en 2014, peut-être les gens ne savent pas, en 2014, nous avons manifesté contre la signature des accords de partenariat économique qui affaiblissent notre tissu économique actuellement. En 2014, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans aujourd'hui que nous avons décrit cet tas de choses. Nous avons fait la grève de la faim. J'étais présent aux côtés de mon leader, Cespo Matomba. Pendant 3 jours, le 4e jour, c'est les services de renseignement qui sont descendus avec une armada. Avec une armada de policiers et de gendarmes pour nous arrêter. Nous avons fait 24 heures dans les cellules au niveau de l'immigration ici à Douala. Donc, effectivement, il était question pour nous de dire que ces accords de partenariat économique ne sont pas propices, n'est-ce pas, au développement de l'économie locale. Parce que disaient ces accords? Et c'est justement pour cette raison que nous parlons de souveraineté au Cameroun. Que disent ces accords? Ces accords disent que les produits manufacturés des Blancs vont rentrer au Cameroun sans frais de douane. Vous savez ce que cela signifie? Ça signifie que ma grand-mère qui est au village, qui produit sa tomate à Fumbot, est concurrencée par les tomates en boîte, comme on appelle généralement, qui vont être mises sur le marché. Conséquence, ma grand-mère ne pourra pas vendre sa tomate parce que la tomate moins chère, venue d'ailleurs, va venir mettre sa tomate de côté, ça va pourrir. Donc du coup, on ne peut pas développer un pays en faisant rentrer tout ce qui vient de l'extérieur. Il faut donc inverser la tendance. Nous avons été inquiétés pour cela, mais en tant que combattants, nous sommes restés debout et nous menons le combat jusqu'aujourd'hui. Oui, vous avez dit dans la première partie de l'émission que vous étiez combattu, que vous receviez des coups d'autres partis politiques. Je voudrais savoir, il s'agit de... Non, je ne l'ai pas dit. Vous avez dit qu'en 2018... Vous avez reçu ok, oui, c'était un cas précis. Oui, que vous avez reçu des coups. Je voudrais savoir, vous avez reçu des coups de quel parti politique? Des partis politiques d'opposition comme vous ou du parti politique au pouvoir? Alors, je vais vous relater une petite anecdote des faits qui sont déroulés en 2018. J'y étais, j'étais présent, on ne me l'a pas raconté. Nous étions en campagne 2 ou 3 jours avant la clôture, parce que les élections c'était le 7 octobre, je pense. C'était un dimanche 7 octobre. 2 ou 3 jours avant la clôture, il y avait effectivement une effervescence autour d'une candidature unique. Le professeur Maurice Kamto, justement, se rapprochait des équipes de campagne pour évidemment parler de la question de la coalition. La veille de cette rencontre-là, le professeur Maurice Kamto, j'étais à Douala parce que je coordonnais effectivement les activités du PUS au niveau de la région pendant cette campagne-là. Je reçois un appel du directoire me disant qu'il faut que je sois à Yaoundé
immédiatement. Je prends le bus, je me rends à Yaoundé. Il était question qu'on rencontre le professeur Maurice Kamto à Yaoundé. La veille de ce jour-là, le professeur Maurice Kamto était à Garoua avec le bâtonnier à Kérémouna. Ils avaient déjà, justement, créé cette coalition-là. Ils étaient déjà ensemble. Il était question, effectivement, qu'ils reviennent. Malheureusement pour eux, avec les manigances du parti au pouvoir et tout, les vols sont annulés. Le professeur Maurice Kamto est obligé de prendre la route de Garoua jusqu'à Yaoundé pour pouvoir nous rencontrer. Nous avons attendu sur place parce que la route c'est pas la porte à côté. Nous avons pris sur nous de suspendre notre campagne pour pouvoir attendre justement le professeur pour avoir ces discussions ensemble. Pendant que nous sommes en attente, le RDPC signale sur les antennes de la radio nationale que ces Espoir Matomba auraient rejoint la majorité présidentielle. Vous vous imaginez ce que ça peut avoir comme conséquence sur votre campagne présidentielle? Et vous savez que c'est un média, c'est le média le plus écouté, le plus répandu. Vous vous imaginez un peu? Et c'est une des raisons pour lesquelles ce résultat-là ne reflète pas en réalité ce que nous avons fait sur le terrain. Mais est-ce que vous n'avez pas communiqué pour dénoncer, pour refuter ces allégations-là? Comment vous faites? Il y a des moyens de communication, non? Comment vous faites pour atteindre le papa, n'est-ce pas, de Ngelmondouka ou bien de Gidigis, qui ne reçoit que la radio nationale, qui n'a pas Internet? Comment vous faites pour arriver là-bas? C'est voilà les véritables questions qu'il faudrait qu'on se pose. On a effectivement, permettez-moi, on a effectivement, qu'est-ce qui vous empêche d'opposer un droit de réponse à la CRTV? Il me semble que ça rentre dans les canons de combien de temps? métier. En combien de temps? Je vous parle à la veille de l'élection. Vous faites comment? Deuxième élément. Nous sommes, quand nous finissons, parce que au finish, le professeur Maurice Kamto arrive avec son équipe. Le professeur Maurice Kamto était là. Le regretté mémoire Pendekoka était là. Le docteur Alain Foguet et le trésorier de l'époque du MRC, Okala Ebode. Voilà ceux qui sont arrivés à notre rencontre. Alors, le professeur Maurice Kamto et Serge Matomba se sont entretenus, effectivement, sur la question de la coalition. Quand ils finissent la discussion, ils sortent de l'antichambre et les deux équipes reprennent chacune le chemin de la campagne parce qu'il ne reste que quelques heures. On est samedi, les élections c'est dimanche, il ne reste que quelques heures. Pendant que nous sommes dans une zone, pour revenir justement sur Douala qui était le point de chute de la campagne, pendant que nous sommes dans une zone non couverte par Internet, maintenant la campagne, quand nous ressortons de là, il est pratiquement 18h21, 19h, que nous commençons à recevoir les messages ou bien les publications Facebook qui disent que, effectivement, le MRC et le PUS auraient fait coalition. Voilà encore un autre élément. Nous ne savons pas la source, effectivement, de cette information, parce qu'effectivement, au sortir de cette discussion-là, il n'avait pas été question de coalition. Mais nous nous sommes rendus compte que les informations avaient circulé. En combien de temps vous faites un démenti? Ce sont des éléments qui ont totalement plombé notre campagne. C'est pour ces raisons que nous avons aujourd'hui que nous avons beaucoup appris. Bon, nous restons ouverts. On me fait signe là que le temps ne tient pas la colle. Mais je tiens à vous poser une dernière question. Vous avez parlé aujourd'hui d'une langue nationale et vous avez dit qu'il était nécessaire de porter le choix sur une des langues existantes et d'en faire une langue nationale qui relèverait au second plan les langues officiellement parlées aujourd'hui, c'est-à-dire le français et l'anglais. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faille absolument choisir une langue? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il ne faille pas créer une nouvelle qui fasse, je veux dire, plus consensus? Est-ce que vous pensez que les Camerounais sont incapables, n'ont pas le génie nécessaire pour créer une langue aujourd'hui? Une langue camerounaise? Vous l'avez dit. Peut-être que je n'ai pas un peu le mot créer. Parce qu'il existe déjà
une piste, le camfranglais. Sauf que le camfranglais de souche, c'est l'anglais et le français en plus. Donc, il n'est pas exclu. Et effectivement, on ne peut pas prendre une décision de manière unilatérale. On va consulter les Camerounais sur la méthodologie à employer pour atteindre l'état de langue nationale. Est-ce qu'on va partir de ce qui existait déjà ou est-ce qu'on va la créer? Parce que les modalités de création d'une langue nationale nécessitent des linguistes et autres éléments qui parfois ne sont peut-être pas à la portée. Pourquoi devons-nous aller chercher loin ce qui est non, pas de linguistes au Cameroun, non, pas de non, je vais dire, la création d'une langue, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ça prend du temps parce qu'il faut donner un sens à tous les mots, créer ces mots-là, définir le code, définir un certain nombre de mais vous ne pensez pas que c'est créé sur la base d'une langue des langues existantes déjà? Mais c'est ce que nous disons. Pourquoi aller faire le travail de sorcellerie alors que nous avons des langues qui peuvent être dérivées? Qui sont aussi simple que ça. Pourquoi il faut aller faire un procès alors qu'il y a des langues parmi lesquelles on peut choisir et faire consensus? Pour que ça fasse consensus. L'idée que ça fasse consensus dénote de ce que nous devons unir les Camerounais. Parce que l'idée selon laquelle une ethnie ou bien une langue serait marginalisée parce qu'on ne l'aurait pas choisie, ça dénote simplement du fait que nous avons été formatés à la division. Et il faut véritablement que nous sortions de ce système qui nous divise au lieu de nous rassembler. Et c'est l'objectif de ces gens, de ces néocolons qui ne veulent pas que nous progressions. Parce que c'est en divisant qu'ils règnent. C'est en nous mettant en porte-à-faux qu'ils réussissent à trouver les moyens de nous piller et de faire ce qu'ils veulent de nous. Bon, vous avez dit aujourd'hui que les acteurs politiques n'ont pas vocation à tout mettre sur la place politique. C'est peut-être votre cas. Mais à qui profitent donc vos actions si vous ne les mettez pas sur la place publique, si vous ne portez pas la connaissance? C'est quoi mettre les actions sur la place publique? Non, c'est vous qui avez dit que... Alors, bien, une action, c'est quoi? Une action doit avoir un impact sur les populations. Si je prends le cas du candidat CSP Matomba, par exemple, qui est un chef d'entreprise aujourd'hui et qui emploie plus de 200 personnes dans ses entreprises, est-ce qu'on doit le crier sur tous les toits pour le mettre à son actif? Si c'est ce que vous nous dites, on va le faire. Est-ce qu'on va dire que non, c'est le meilleur Camerounais? Non. Il y a un certain nombre de choses. Lorsque vous voulez faire du bien à certaines personnes et que vous n'avez pas, d'une certaine façon, des calculs politiciens, parce que là également, il faut faire la précision. Les calculs politiques et le bien-être des populations peuvent matcher, mais à condition qu'on soit suffisamment humble pour reconnaître que le plus important, ce n'est pas de divulguer l'information, mais c'est d'apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple ne peut choisir que celui qu'il connaît suffisamment pour apporter des solutions à ces problèmes? On va donc mettre à disposition les informations que vous voulez. Parce qu'il y en a. On va donc les mettre à disposition. Si c'est ce que vous demandez, il y en a à profusion. On va donc les mettre à disposition pour dire, bon, voilà les actions qui ont été menées. CSP Matomba, justement, c'est l'homme-providence de la situation qui va résoudre ces problèmes. Oui, je crois savoir que le PURS a un programme politique qui, généralement, trouve ses appuis sur le panafricanisme et donc des politiques de réunification ou d'unification, si on veut parler comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ce programme est suffisamment connu pour porter Serge Espoir Matomba à la présidence de la République du Cameroun? Écoutez, est-ce que vous le pensez vraiment? C'est l'essence même de la campagne présidentielle. Faire connaître, n'est-ce pas, son programme aux populations. N'oublions pas que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Donc, il est question justement... Donc pour vous, permettez-moi, pour ceux qui n'auront pas compris, l'idéologie ou bien le programme politique du PUS depuis ces dernières années, on va donc intensifier la communication pour pouvoir le faire. Mais il faut préciser que la vocation du parti politique, c'est l'éducation des masses. Donc, c'est un travail qui est fait au quotidien et qui sera rendu maintenant public, qui sera vulgarisé de manière plus intense pendant cette élection
présidentielle. Bon, voilà tout. Qu'est-ce que vous... Et là, je vais prendre le relais d'une question que M. Goukou a posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que vous n'apparaissez que à la veille des élections présidentielles et que dans l'entretemps d'élections, on ne vous voit jamais. Comment est-ce que vous pouvez... Vous ne pouvez pas... Quels sont les indicateurs? Laissez-moi finir ma question, monsieur. Quels sont les indicateurs de ce que vous êtes mis aux côtés du peuple pendant les 7 années qui ont séparé les 2 élections? Quelles sont les actions qui peuvent témoigner de ce que vous étiez véritablement au four et au moulin de la défense de la cause populaire ou des causes populaires? Vous savez, et c'est exactement la même question que le présentateur a posée tout à l'heure. On est habitué au Cameroun avec la politique événementielle. La politique événementielle qui voudrait que... Donc votre politique est discrète, autrement dit. J'y arrive. La politique événementielle qui voudrait que on a mangé le coquille à midi, on a mis sur la toile. En politique, on communique. On a dit mouf. Je suis d'accord avec vous. On a dit mouf. On a mis sur la toile. On a fait des trucs, on a mis sur la toile. Mais je vous renvoie la question. Cette politique événementielle-là a eu quel impact sur les populations? Est-ce que vous avez donc le sentiment que est-ce que vous avez concrètement des éléments sur lesquels vous pouvez me dire que cette politique-là a marché? Vous avez donc le sentiment Par contre, que la discrétion vous a popularisé, a fédéré les Camerounais autour de votre cause? Vous avez ce sentiment-là aujourd'hui? Si oui, quelles sont les preuves qui vous poussent à avoir un tel sentiment? Je vous renvoie la question. Est-ce que vous avez le sentiment que la politique événementielle a changé le quotidien des Camerounais? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, je ne peux pas vous dire ce que moi je pense. Bon, en tout cas, peut-être une dernière pour sortir. C'est moi qui suis. Si vous n'avez pas d'éléments, si vous n'avez pas d'éléments, c'est moi qui pose. Ne faisons pas la mauvaise foi sur le plateau. Si vous n'avez pas d'éléments pour préciser ce que vous dites, il n'y a pas de raison que moi je vous en donne. Vous avez parlé. C'est vous le journaliste. Le monsieur Goukou a parlé tout à l'heure de coalition. Vous avez dit que vous coalisez autour des programmes. Est-ce que vous ne pensez pas que la coalition, la meilleure coalition, c'est avec le peuple? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille coaliser justement avec... C'est quoi la coalition avec le peuple? Le peuple a quel programme? Non, mais écoutez... Quel est le programme du peuple? Mais c'est le peuple non, qui... Monsieur, soyons sérieux, nous sommes dans un plateau sérieux. Oui, quand vous déclarez des choses, il faut les assumer. Le peuple a quel programme? Je suis parfaitement d'accord. C'est quoi le programme du peuple? Mais vous proposez des programmes au peuple qui, lui, adhère à travers... Mais c'est l'essence de l'élection présidentielle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Donc c'est l'homme qui présente. C'est l'homme qui présente. Et cette transformation va donc se refléter dans le suffrage que les populations vont lui accorder, pas le contraire. Non, vous ne pouvez donc pas dire... De quoi vous parlez? Vous ne pouvez donc pas dire que c'est uniquement pendant les campagnes qu'il va falloir présenter le programme, parce qu'il y a 7 années... Mais je ne l'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit, puisque je vous ai expliqué que depuis 2018, nous sommes à pied d'œuvre pour éduquer les masses justement à ces choses-là. Suivons le débat. Nous disons donc que en 2018, vous avez eu moins d'1% et vous étiez classé 8e. Vous pensez vraiment qu'après 5 ans, vous avez suffisamment travaillé pour être porté à la magistrature suprême de notre pays, et que les populations sont désormais derrière vous? Oui, je suis convaincu. Quels sont les indicateurs de ce qui démontre? Convaincu. Les indicateurs de ce qui démontrent qu'aujourd'hui le peuple camerounais est derrière vous et prêt à vous porter à la présidence de la République, c'est quoi exactement? Objectivement, c'est quoi? Quels sont les indicateurs pour les autres? On peut parler de... Vous savez... Vous faites la démagogie. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous ne pouvez pas apporter un argument pour tous les candidats, un argument sérieux, scientifique, pour tous les candidats, ne les opposez pas à un seul. Monsieur Bruno Lomba. Mais ce que vous faites là, c'est la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Politique d'un homme. Je suis d'accord avec vous. Écoutez-moi. Je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? Si vous présentez les critères, alors de manière scientifique cette fois-ci, n'apportez pas des affirmations gratuites. Je n'apporte pas des affirmations gratuites. Dites-moi que voici sur tel critère, par rapport à tel, voilà ce qui se passe. Je vous répondrai. Ne venez pas simplement... Le poids politique d'un homme, le poids d'un homme politique, il y a peut-être 2 indicateurs majeurs. Sa capacité à mobiliser des foules à travers des meetings, ça c'est un des indicateurs qui prouve qu'on vous suit, et les résultats des élections. Or, je pourrais également vous dire que la capacité d'un homme politique, c'est la représentation qu'il a sur le territoire national.
Mais vous mesurez ça avec quoi si ce ne sont pas les populations? Vous mesurez ça avec... Vous mesurez le truc que vous avez avec le quoi? vôtre, c'est avec Je quoi? vous fais du 2 poids 2 mesures. C'est tellement flagrant pour du 2 poids 2 mesures. Vous prenez une situation, quand vous opposez une autre, vous changez, vous dites que ce n'est pas la même chose. Puisque nous... Soyez sérieux, monsieur Nubissi. Nous pensons que... Soyez sérieux. Les élections... Je peux également vous dire qu'un critère pour juger justement de la capacité d'un homme politique, c'est également sa représentation sur le territoire national. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? La représentation se mesure par la capacité à mobiliser... Vous êtes donc d'accord avec moi que c'est des critères subjectifs? Bon, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Vous aurez quelle capacité à contrôler ces élections? Vous qui avez souvent dit que vous n'êtes pas suffisamment... L'opposition n'est pas suffisamment représentée sur le territoire. Enfin, on le dit au Cameroun. Je veux comprendre le rapport. Vous allez contrôler les votes comment? Je veux comprendre le rapport. Je veux comprendre le rapport. Oui. Expliquez-moi comment un parti politique qui n'a aucun élu fait pour contrôler les votes. Non, mais c'est ça que vous voulez parler? C'est vous qui êtes candidat pour le moment. C'est ça que vous voulez parler, n'est-ce pas? Expliquez-moi ça. C'est vous qui êtes en face de moi. Expliquez-moi ça. Quand le candidat arrivera, je lui poserai la question. C'est vous qui êtes candidat, c'est vous qui êtes en face de moi. Oui, allons-y. Non, soyons plus sérieux. Oui. Soyons plus sérieux. Vous aurez des représentants dans tous les bureaux de vote au Cameroun. Nous avons lancé. Vous aurez des représentants, la question est simple. Nous avons lancé. Vous ferez comment? Le recrutement. Nous avons lancé le recrutement de 90 000 scrutateurs. C'est un programme qui a été lancé. Ça tient sur les moyens financiers que vous avez à votre disposition. Vous voulez maintenant rentrer dans nos caisses? Ah d'accord, ça va. Je voulais simplement... Vous voyez que vous avez des préjugés. Je voulais simplement... Vous avez des préjugés sur l'aptitude des candidats. C'est des arguments qu'on a souvent avancés sur la scène politique. Non, vous n'en savez rien. Étant donné que vous n'êtes que dans des présomptions, tous vos arguments sont totalement subjectifs. Tous vos arguments sont subjectifs parce que vous êtes sur des présomptions. Vous supposez qu'on n'aurait pas de moyens. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. L'expérience des dernières élections. Quelle expérience? Oui, parce que évidemment, dans certains bureaux de vote, on nous a souvent fait savoir... Mais je vous ai expliqué ici que 2018, c'était 2018 et que 2020, c'est 2025. Il y a eu 7 ans. Nous attendons de savoir qu'est-ce qui a changé. Nous voulons voir ce qui a changé entre-temps. Mais vous verrez. Ah, nous attendons les... Vous verrez. Vous voulez que je vous décline toute la stratégie du PUS actuellement? Mais non, soyons sérieux. Vous verrez. Ok. Alors, la deuxième partie de cette émission se termine de cette façon. Rappelons que nous sommes avec Monsieur Lombo Bruno. Il est secrétaire national au développement du PURS. On parle de l'élection présidentielle. Octobre, c'est demain. Et sur Jambo FM 91, nous avons pris le pouls de cette élection-là. Toutes les actualités avec les candidats, leurs représentants. C'était la deuxième partie du programme. Nous sommes partis pour la troisième partie du programme où nous parlerons de l'actualité de ces derniers jours au Cameroun. Les échos de la campagne, les news, les différentes formations politiques en compétition présidentielle 2025, l'actualité. Comment comprendre cette absence-là? Tout à l'heure, vous avez parlé des conditions pour être candidat à une élection présidentielle. Peut-être cette fois-ci, on va rentrer en détail. Mais comment déjà comprendre cette absence-là? Alors, il ne me revient pas à moi de comprendre. Moi, je constate que sa candidature a été recalée. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une injustice que de penser qu'il n'y a que certaines personnes qui sont habilitées à venir pour recueillir le suffrage des populations camerounaises. Donc vous pensez que c'est une injustice que Maurice Kamto a été recalé? Alors, j'ai dit que c'est une injustice de penser que... Ok. Maintenant, je ne peux pas juger les motifs de son rejet. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une observation qu'il faut quand même faire autour de ces différentes candidatures. Nous avons eu à peu près 83, c'était pas les 84 candidatures à la magistrature suprême qui dénotent en fait un ras-le-bol, n'est-ce pas, des populations. Tout le monde pense qu'il peut faire le job mieux que celui qui est en place actuellement. C'est ce qui explique également la pléthore de candidatures que nous avons enregistrées. Et ça explique aussi, n'est-ce pas, l'expression de ce que les Camerounais soient effectivement d'accord sur le fait qu'il faudrait faire partie de ce régime. Il faut faire partie de ce régime, coûte que vaille. Et c'est ça l'expression. Parce que certaines personnes voient en cela un manque de civisme. Mais il faut simplement rappeler à ces personnes-là que même dans la vie courante, le vol est réprimé par la loi. On est d'accord. Le vol est réprimé par la loi, mais ça n'empêche pas les gens de voler.
Comme pour dire que certaines personnes disent que on connaît les conditions d'éligibilité, ceux qui ne les ont pas remplies sont quand même venus déposer. Pourquoi est-ce que ceux qui savent qu'on doit voler, qu'on ne doit pas voler, volent? Parce que justement, il y a une justice, il y a des lois, il y a une réglementation qui dit que lorsque vous devez faire ceci, voilà ce à quoi vous vous attendez. Donc, tous ces Camerounais, tous ces citoyens ont simplement donné l'expression de leur citoyenneté en disant, nous avons compris ce qui est en train de se passer et nous voulons que ça change. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on voit cette pléthore. Maintenant, chacun a sa grille de lecture, c'est de l'incivisme, c'est ceci, mais bon. Pour le cas spécifique de Maurice Kamto, on parle de pluralité d'investiture par le Manindem, mais on remarque également qu'on a plusieurs partis politiques qui étaient dans le même cas d'espèce. Mais on a un élément. Le site du MINAT nous renseigne qu'Anissé Kane est le président du Manindem. Donc, l'homme capable de porter une candidature, il a choisi Maurice Kamto. Est-ce que vous pensez que le motif évoqué par Elekam est une manœuvre pour mettre à l'écart l'un des principaux opposants du Cameroun? Il ne me revient pas de penser. Vous faites partie de l'opposition, vous pouvez donner votre avis sur un parti d'opposition. Je ne suis pas Elekam. Ok. Lorsque Elekam émet une décision, elle motive sa décision. Et vous pouvez faire une lecture. La lecture, moi je la fais à partir de la loi. Il ne me revient pas à moi de l'interpréter. Et à partir de la loi, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'à partir de la loi, il va maintenant falloir que Elekam, puisque je suppose que si le Manindem considère que son candidat a rempli toutes les conditions, il y aura un recours. Et à partir du recours, ce sera jugé et ceux qui savent interpréter la loi vont l'interpréter. Est-ce que vous pensez que le recours sera positif? Oh, il ne me revient pas de préciser cela. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. On a le candidat du PCRN, Cabral Libi, qui a invité Maurice Kamto à aller, si on peut le dire comme ça, gagner Elekam lors de ce recours-là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les prochains jours ou dans les prochaines heures même à une sortie de votre candidat pour motiver la candidature de Maurice Kamto? Puisqu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est l'opposition tout entière qui est menacée. Nous nous indignons de toute injustice. Nous nous indignons de toute injustice. Et nous voulons préciser que les éléments qui doivent être présentés doivent être des éléments juridiquement inattaquables. Et je crois que effectivement, ces éléments-là doivent être produits. Et s'ils sont produits, ce serait de l'injustice que de refuter la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est tout. Et on remarque également ces derniers mois, ou alors ces derniers jours, sur cette liste, on a vu Iodi Imran du Fonds des démocrates camerounais. Pensez-vous qu'il a ses chances en octobre prochain? Écoutez, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Il émerge à quelques jours de cette élection présidentielle. Sans justement aller dans le sens de M. Noubissi, qui voudrait juger les candidats à travers ce qu'il voit, je dirais que tout le monde a ses chances. Pourquoi? L'élection présidentielle, je le répète, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Il suffit simplement qu'un seul candidat, à travers son discours, comme celui de Serge Espoir Matomba, réussisse à convaincre les populations qu'effectivement, nous devons regagner notre souveraineté, vous allez vous rendre compte que tout le monde viendra voter pour Serge Espoir Matomba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut donc pas, parce que certains candidats seraient, entre guillemets, des nouveaux présagers de leur avenir en politique. Ce serait très, très présomptueux. Donc, au soir du 12 octobre, Iram pourrait être investi. On va faire un calcul mathématique. Il y a 13 candidats actuellement. Les chances pour que les différents candidats soient présidents divisés, c'est 1 sur 13. Ok. Mathématiquement. Maintenant,
Quelles sont les variables? Les variables en jeu seront donc la vision, seront le programme, seront les déploiements sur le terrain qui vont faire en sorte que le 1/13e de chaque candidat soit grappillé soit à la hausse, soit à la baisse. C'est de ça qu'il s'agit. D'où le jeu et le processus électoral de campagne. On a 13 candidats qui iront à l'élection présidentielle en attendant le contentieux, s'il est d'ailleurs enclenché par certains candidats. On a 13 candidats pour l'heure. Pour beaucoup d'analystes politiques, il y aurait dans cette liste-là des candidats fabriqués pour nuire aux actions de l'opposition. Est-ce que vous êtes de cet avis? Écoutez, nous sommes très légalistes. Il y a les règles fixées par le code électoral sur la possibilité des Camerounais à pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Si ces candidats-là ont présenté tous ces éléments de manière légale et légitime, qui suis-je pour juger de leur, de leur forfaiture ou bien de leurs agissements? Qui suis-je? Personne. Ces derniers jours également au Cameroun sont marqués par les listes électorales. On a remarqué beaucoup d'irrégularités sur ces listes électorales, enrôlement des mineurs, enrôlement des personnes même décédées qui sont toujours présentes sur ces listes électorales-là. Quelle est la lecture que vous faites de cela au PURS? Depuis plus de 12 ans au Cameroun, le peuple uni pour la rénovation sociale, incarné par C.S. Matomba, a toujours fait des spécifications sur ce processus d'inscription sur les listes électorales. À l'époque, certains partis de l'opposition ont jugé que ça ne faisait pas partie de l'agenda. Et nous pensons que prendre la question des difficultés éprouvées dans les listes électorales actuellement, à ce moment précis, où on va passer à une échéance critique, c'est décourager les Camerounais. Donc on ne devrait pas parler de ces irrégularités. Parce que on aurait dû parler de cela avant. Et c'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que les camarades rendu public le fichier électoral? Alors, vous savez qu'avant de commencer le processus d'inscription sur les listes électorales, il est tient justement des commissions dans lesquelles il appelle les acteurs politiques à des discussions. Avant même l'entame, n'est-ce pas, de l'année électorale. C'est à ces moments précis, justement, que le PURS a relevé ces différentes irrégularités qu'on avait observées auparavant. Par contre, ces éléments n'ont pas été pris en compte à cette époque. Conséquence, on arrive à une échéance capitale comme celle-ci avec les mêmes problèmes qui auraient dû et qui auraient pu être adressés en amont, bien avant, pour qu'on trouve la solution idoine. Aujourd'hui, où on est pratiquement certain qu'il n'y aura plus de révision, pourquoi est-ce qu'on va encore s'attarder sur ça? Vous pensez que cette élection-là sera annulée? Donc aujourd'hui, c'est la question que je pose. Avec le candidat, vous pensez que cette élection sera annulée? Mais on sera obligé de faire avec. Et c'est pour ça que les populations, justement, doivent être mises à contribution. Parce que ce sont les populations qui vont, au finish, décider du sort réservé à ce gouvernement d'en face, qui n'est que là pour, justement, entraver le bon processus des opérations. Il est donc important de préciser que le vote qui va être fait, bien l'étape de vote qui doit être faite, doit véritablement être contrôlée. C'est la raison pour laquelle nous, on a lancé le recrutement de 90 000 spectateurs, soit 3 par bureau de vote. On a anticipé sur cet état de choses. Nous, on va voir comment les bébés qui sont dans les listes électorales vont voter. On va voir ça sur le terrain. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, on va voir comment ces personnes mortes là vont venir voter. Le combat est lancé. Donc, c'est la stratégie que vous, de votre côté, vous avez
adoptés pour contrôler les votes. Mais est-ce que le PURS a suffisamment de moyens pour être présent dans tous les bureaux? Ne posez pas la question des moyens. Si nous avons lancé je parle pas des moyens. 90 000, vous n'avez pas eu de moyens. Oui, mais pas forcément financiers. Je veux dire, vous avez parlé de 90 000. Je vous ai dit qu'on a lancé un recrutement. Ok. Le recrutement signifie quoi? Mais il y en a qui viennent, il y en a qui sont scrutés et il y en a qui peuvent ne pas être retenus. Mais l'objectif, c'est cela. Recruter 90 000 personnes, scrutateurs pour les bureaux de vote. Est-ce que vous pensez que ça suffira pour se rassurer que le scrutin se passe de façon libre, de façon transparente? Alors, les scrutateurs ne garantissent pas le fait que l'élection se passe de façon libre et transparente. Ils garantissent simplement que le vote des citoyens soit protégé. Autrement dit, ils seront les yeux de nous autres qui ne sont pas dans les différents bureaux de vote. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de s'assurer parce qu'on sait, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des irrégularités, mais nous nous préparons à ces irrégularités. Nous nous préparons au cas éventuel. S'il y en a, on réagit. Et c'est l'expérience que nous avons justement prise des récentes élections des années antérieures. Merci, monsieur Bruno Lombo, de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'amitié de m'accueillir sur votre plateau ce matin. On était avec monsieur Numbisi Wafo. Et pour conclure, monsieur Numbisi Wafo, est-ce que, je vais dire comment, est-ce que le communicant du PURS vous a convaincu sur les différentes questions qui ont été abordées? Je dois déjà dire que ce n'est pas moi qui dois convaincre, c'est son électorat, c'est les citoyens, c'est le peuple camerounais qui doit convaincre parce que c'est lui qui aspire à diriger ce pays. Donc, je vais laisser le choix à tous ceux qui nous ont écoutés d'évaluer par eux-mêmes sa capacité à convaincre l'électorat et le peuple camerounais. C'est ça qu'il s'agit, M. Numbisi, effectivement. On se donne rendez-vous très bientôt, certainement, pour une autre émission. Merci. Ce sera avec plaisir. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis ce matin sur Ndiambo FM 91. Merci de rester fidèles à nos différents programmes. C'était le programme présidentiel 2025. Nous revenons en détail sur les différents faits qui marquent cette élection. Et aujourd'hui, nous avions avec nous un communicant du PURS. Merci à tous et on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Portez-vous bien. Au revoir. Ne manquez pas votre émission présidentielle 2025, 20h sur Ndiambo FM. Présidentielle 2025, c'est votre rendez-vous politique hebdomadaire avec les candidats à l'élection présidentielle et leurs représentants. Au programme, entretien, duel et actualité. Présidentielle 2025, c'est sur Ndiambo Radio 91 FM.